Bonjour à tous, bienvenue sur François au défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Governatori, qui est président des élus écologistes à la municipalité de Nice. Tout à fait. Bonjour monsieur, vous êtes Bonjour. candidat aussi à la primaire écologiste en compagnie de Yannick Jadot, Delphine Batteau, Sandrine Rousseau et Éric Éric Piolle. Piolle, le maire de Grenoble. Voilà, on vous a tous cités. Et vous avez une position un peu atypique, iconoclaste dans cette primaire, puisque vous êtes le seul qui n'est pas farouchement pour l'obligation vaccinale. Vous défendez la liberté. Ah, complètement. Je trouve que pour un écologiste, être pour l'obligation vaccinale, c'est vraiment très contradictoire. Pour ce qui me concerne, qu'il y ait des personnes qui se vaccinent, c'est très bien. Qu'on oblige les gens à se vacciner, c'est très mal. Donc effectivement, la liberté vaccinale est une bonne chose pour tout le monde et il faut la mettre en pratique dès qu'il y aura un nouveau pouvoir dans ce pays. Mais quand on vous dit que si la liberté vaccinale ne fonctionne que si une très forte proportion de gens est vaccinée, où s'arrête cette liberté individuelle face à l'enjeu collectif? Mais en fait, c'est prendre le problème à l'envers. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'éducation à la santé. La Covid aura montré qu'à partir du moment où vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas obèse, que vous pratiquez un sport, que vous ne fumez pas, que vous n'avez pas de problème respiratoire, les risques de subir un effet grave de la Covid sont très faibles. Donc moi je trouve que la principale leçon que nous devrions tirer de cet épisode Covid, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de sa santé, il faut vraiment qu'il y ait moins de pollution, parce que vous savez que dans les villes où la pollution de l'air est importante, la Covid a plus malheureusement cause plus de problèmes à la population. Donc éducation à la santé, c'est un meilleur bol alimentaire en qualité et en quantité, c'est faire une activité physique quotidienne, ne pas fumer si possible, pas de drogue, limiter sa consommation d'alcool, choisir une vie paisible et voter pour des écologistes pour que le monde soit moins pollué. Donc ça, c'est un point capital. C'est au moins aussi important que la vaccination. Et est-ce que vous, depuis 1 an et demi qu'on a été martelé de conseils de santé publique, est-ce que vous déplorez à ce titre qu'il n'y ait pas eu justement d'éducation à la santé? Parce qu'on a l'impression que, par exemple, la question de l'immunité naturelle, du renforcement de ses défenses immunitaires, a été complètement absente ou presque des recommandations gouvernementales. J'ai été très surpris que la pléthore de médecins qu'on a vus sur les plateaux ne parlent que de solutions extérieures, qui sont certainement respectables, hein, le masque, la distanciation sociale, le test, le vaccin, j'entends, mais ils ne parlent jamais effectivement de renforcement de l'immunité naturelle, alors que la science dit que quelqu'un, par exemple, qui a eu la Covid, il a un système immunitaire meilleur que celui qui a le vaccin, parce qu'en fait, son système immunitaire répond aussi aux variants et à d'autres virus. Certains médecins médiatiques nous ont assuré l'inverse il y a quelques semaines ou quelques mois, en expliquant que l'immunité vaccinale était, on ne sait trop pourquoi, supérieure à l'immunité naturelle. Ils sont démentis depuis par les dernières études. Par les faits, par ce qui se passe en Israël, par ce qui se passe en Islande, au Royaume-Uni. Voilà. Et alors, c'est pas votre seul côté atypique dans cette primaire écologiste. Il y a aussi le fait que sur l'échiquier politique, vous définissez comme un écologiste depuis longtemps, bien avant cette position-là, comme un écologiste centriste. Pour vous, l'écologie politique devrait échapper aux étiquettes de droite-gauche, ou alors c'est centriste parce qu'il faut une voix médiane qui parle à tout le monde, sans annuler les étiquettes? Nous avons un devoir de victoire en avril 2022. Il y a réellement des problèmes lourds en France, en termes financiers, en termes sanitaires, en termes environnementaux. Donc si on reste que sur la gauche et qu'on parle que aux électeurs de gauche, forcément on sera moins fort que si on parle à tous les électeurs écologistes. Donc rester sur un électorat de gauche, c'est faire le lit d'une finale Le Pen-Macron, qui est mortifère. Donc, en tant qu'écologiste centriste, non seulement je porte un projet de société complet que j'ai écrit dans tous mes livres, dont 3 préfacés par le très regretté Albert Jacquard, mais véritablement, l'électeur écologiste de droite, il a autant de valeur que l'électeur écologiste de gauche. Pareil pour l'électeur écologiste du centre. Mais surtout, c'est ceux qui sont nulle part. Savez-vous, monsieur, qu'en France, il y a 20 millions de personnes qui se disent écologistes. Et dans tous les partis, vous avez dit dans un débat, je m'adresse aux 20 millions d'écologistes. Et dans tous les partis écologistes français, il n'y a que 20 000 adhérents. Donc vous voyez, ils sont tous à l'extérieur. Ils ne se reconnaissent pas dans une idéologie de droite ou de gauche. Il y a 1000 fois plus d'écologistes en dehors des partis que d'adhérents encartés dans des partis. On est compte, donc, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les idéologies. L'écologie, c'est un homme de terrain, c'est une femme de terrain. Et je veux leur parler, mais je veux aussi parler aux autres Français, parce qu'en fait, on est tous concernés par la qualité de l'air, la qualité de l'eau, par une vie paisible, etc. Donc, je m'adresse effectivement, en tant que centriste, aux
48 millions d'électeurs inscrits, mais particulièrement, c'est vrai, aux 20 millions d'écologistes. Alors, vous parlez de terrain, on reproche souvent, bon, c'est aussi sans doute un peu un cliché, mais on reproche souvent à l'écologie politique d'être dogmatique ou d'être un caprice de citadin. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous aviez, au-delà des nombreux livres que vous avez publiés, dans l'action concrète, réelle d'une action écologique que vous avez pu entreprendre ou soutenir? L'écologie au centre a la particularité de ne rassembler que des chefs de petites entreprises, des citoyens engagés, des paysans. Vous avez une autre particularité, c'est que vous avez, pardon de vous interrompre, c'est que vous avez travaillé dans le privé aussi, ce qui vous distingue. C'est vrai, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, j'ai reçu le trophée de l'emploi par le ministre Raffarin. Mais effectivement, il y a la problématique des élus, surtout les élus nationaux, qui deviennent hors sol. C'est pourquoi sur les 20 mesures majeures que je propose pour notre pays, il y a celle de créer une chambre de citoyens volontaires tirés au sort, qui œuvrera à côté du Sénat et à côté de l'Assemblée nationale avec des députés qui seront élus alors à la proportionnelle, parce qu'effectivement, je veux des gens qui ont les pieds ancrés dans le sol. Donc c'est capital que d'avoir cette chambre nationale de citoyens volontaires tirés au sort, parce qu'effectivement, avec eux, on continuera d'être sur le terrain. Et elle aurait un réel pouvoir... ce serait exactement le même que les deux chambres. De conseil environnemental, social et... non, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Là, c'est eux, donnent uniquement des avis. Ouais. Non, ils voteront les lois, ils proposeront des lois, mais surtout, ils vont nommer mon triumvirat primo-ministériel. L'écologiste remonte aux causes des problèmes. L'une des causes des problèmes, c'est le présidentialisme. Le fait qu'un homme seul décide. À l'Empire romain, en fait. Oui, partiellement. Donc un triumvirat, et vous auriez déjà en tête des noms ou ce serait en tout cas, j'y postulerai, parce que donc à partir du moment où je gagne la présidence, donc moi je préfère être dans l'action totale plutôt que le président qui perdra de sa puissance actuelle et qui sera pour moi un ambassadeur. Nicolas Hulot aurait tout à fait le profil. Donc après, il y aura un triumvirat de Premier ministre qui seront élus par les 3 chambres. Et vous êtes sûr que ça peut marcher, ça? Je suis sûr et certain qu'un homme seul ne peut pas tout faire. Ouais. D'une part, il n'a pas le temps, et ensuite, il ne peut pas avoir l'intelligence pour résoudre tous les problèmes. Les institutions de la Ve République sont devenues inopérantes pour vous? Effectivement, quand on voit les résultats, c'est assez inquiétant. Quand vous voyez que l'Assemblée nationale ne représente que 30% des Français, il y a un vrai problème. Donc, je veux aussi l'élection des députés à la proportionnelle pour que tous les courants de la pensée de notre pays soient représentés. Et alors, il y a une grande difficulté dans le projet de l'écologie politique, c'est que nous ne vivons pas seuls, que nous pesons 1% de la population mondiale. Comment sortir des discours incantatoires qu'on a vus dans les différents COP21 et autres sommets, plein de bonnes intentions, mais qui, dans les faits, pèsent très peu par rapport aux géants, notamment en Asie, qui placent l'écologie loin derrière les préoccupations, en tout cas par rapport à vous. Cette croyance, c'est un mythe. La raison suivante, chaque année en France, 50 000 personnes meurent à cause de la qualité de l'air. Et pourtant, on est dans des pays les plus vertueux du monde. Dans les faits, non. Non, le nucléaire a des qualités, mais en tout cas, nous, on veut sortir du nucléaire parce que c'est une énergie dangereuse. Et par ailleurs, 100 000 personnes en France décèdent à cause de la qualité de l'alimentation. Donc, une gouvernance écologique va résoudre ces problèmes. On vous répondra qu'il faut bien mourir de quelque chose et que l'espérance de vie n'a jamais été aussi haute que ces dernières années. Ah, tout à fait, mais pas l'espérance de vie en bonne santé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Ouais. Donc, l'espérance de vie en bonne santé, on peut comprendre facilement qu'avec un meilleur air et un meilleur bol alimentaire, une alimentation bio accessible, elle sera meilleure. Et par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez par rapport au reste du monde, il y a la vertu de l'exemple. Donc moi, il se trouve que j'ai écrit beaucoup de livres et que je me suis beaucoup intéressé à ce qui s'est passé ici et là. La révolution orange en Ukraine, elle échoue. Les révolutions arabes en 2010-2011 échouent, faute d'exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui montre la voie. Je souhaiterais que notre pays, 6e puissance mondiale, avec l'histoire qu'il a, montre la voie. Et il faut savoir que l'écologie progresse dans tous les pays du monde. Et si nous pourrions être la locomotive d'un changement de mode de vie et de logiciel dans tous les pays du monde, nous pouvons être l'exemple à partir de l'année prochaine. Et pour ça, il faut instaurer un rapport de force. Est-ce qu'on a les moyens d'un rapport de force ?
C'est intéressant ce que vous dites. Sachez que les écologistes centristes sont pas dans le rapport de force, ils sont pas dans le combat et pas dans la lutte. On est là dans l'action efficace. D'ailleurs, dans mon propos politique, je ne dis jamais que je combats ou que je lutte. Ce qui compte, c'est l'action efficace. Ce qui compte, c'est l'exemple. Et ce qui compte, c'est la responsabilité des consommateurs. La force des lobbies repose sur la faiblesse à un moment donné de l'élu, du député ou du président. C'est lui qui signe à la fin. Mais aussi sur la consommation. Donc, un des messages que je ferai passer, parce que mener une action politique, c'est aussi faire de la pédagogie, c'est que chacun est co-responsable de ce qui se passe. Faut arrêter de dire que c'est la faute à l'extérieur, que c'est la faute à Bruxelles. On a tous une part de responsabilité. Comment on éduque nos enfants ou comment on les éduque pas. Comment on consomme, comment on vit et comment on traite son corps. Donc, c'est capital de comprendre que nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe. Et est-ce qu'à Nice, par exemple, vous avez réussi à parfois entraîner autour de projets écologistes à l'échelle municipale? Donc, je suis président des élus écologistes niçois, mais dans l'opposition. Et dans le système politique français, quand tu es dans l'opposition, vous avez très peu de pouvoir. Il n'en reste pas moins vrai que je veux, par exemple, dans mon programme présidentiel, la potagérisation de notre pays, parce qu'il y a un gros problème d'autonomie alimentaire qui est ignoré par trop de personnes. Et entre autres, il y a aussi 5 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Les villes n'ont que 3 jours de stock alimentaire, ça personne ne le dit, donc c'est important de potagériser au maximum notre pays. Et à Nice, par exemple, j'ai obtenu effectivement quelques potagers ici et là, par exemple, et je travaille aussi à la promotion des systèmes d'échange locaux qui permettent à chacun de s'organiser dans son immeuble, dans son quartier, pour se échanger son temps, se prêter les produits, échanger ses compétences. Le système d'échange local, qui s'appelle le CEL, il y en a 600 en France, j'en veux 60 000. C'est un outil extraordinaire de lien social, de gain de pouvoir d'achat et de réduction des pollutions. Et j'en ai obtenu à Nice. Et c'est transposable, selon vous, partout en France? Ah, c'est capital qu'il y en ait partout en France. C'est un outil fabuleux qui ne coûte rien aux contribuables et qui est extraordinairement efficace. Le CEL fait partie de mes 20 propositions majeures pour notre pays. Il y a eu une phrase qui a pu surprendre de votre part dans les deux débats l'un des deux débats qui ont déjà eu lieu de cette primaire écologiste, c'est vous avez eu des propos étonnants sur la voiture électrique. On avait reçu récemment sur le plateau de France Soir un essayiste qui critiquait ce dogme de la voiture électrique. Est-ce que vous pouvez préciser votre position là-dessus? Donc effectivement, j'étais très surpris que mes amis candidats à la primaire soient pour la voiture électrique, parce que la voiture électrique est un fléau écologique, un fléau humain et un fléau politique. En termes de géopolitique, il faut pas dépendre de l'extérieur. On dépend trop de l'extérieur aujourd'hui. C'est pour ça que je veux promouvoir les énergies renouvelables, pour qu'on arrête d'acheter chaque année 50 milliards d'euros d'uranium, de pétrole, de charbon et de gaz. Si on promeut la voiture électrique, on promet donc le nucléaire, forcément, elle marche à l'électricité, les 70% ça vient du nucléaire, mais surtout le problème c'est les métaux rares. Une voiture électrique, c'est une batterie électrique. C'est du manganèse, c'est du cobalt, c'est du nickel, c'est du lithium, tous des produits que nous n'avons pas. Donc on va encore dépendre de l'extérieur très fort. Le problème quand vous extrayez ces métaux, c'est que vous gaspillez beaucoup d'eau, vous polluez les terres et vous polluez les êtres humains qui font ça. Donc c'est une faute politique que de promouvoir la voiture électrique. Ce qu'il faut promouvoir, c'est le covoiturage. Ce qu'il faut promouvoir, ce sont les biocarburants de 3e génération avec les déchets verts. Ce qu'il faut promouvoir éventuellement, c'est le GPL parce qu'il pollue 2 fois moins, mais surtout pas la solution de la voiture électrique. Est-ce que vous appliquez le même raisonnement aux éoliennes? Il y a eu une sorte de cabale anti-éolienne récemment, avec beaucoup de gens qui ont fissuré un petit peu le dogme qu'il y avait autour. On ne sait plus très bien forcément quoi en penser. Est-ce que c'est une solution utile, nécessaire mais pas suffisante, ou complètement aberrante? Toutes les sources d'énergie, monsieur, ont des avantages et des inconvénients. Les deux pires sont le nucléaire, parce que c'est dangereux, et les énergies fossiles, parce qu'elles tuent. Les autres, renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse, ont des avantages et des inconvénients. L'éolien, nous le mettrons là où les habitants accepteront. Mais surtout, il faut sortir du dogme. Il y a des habitants qui en veulent. Mais pas chez eux. Je vous garantis. C'est comme les autoroutes. En France, aujourd'hui, il y a 8000 éoliennes. Elles ne sont pas rejetées partout. Non, il y a des habitants qui acceptent des champs d'éoliennes. Ça existe. Mais surtout, il faut sortir du dogme du grand. Il faut savoir que l'écologiste, il préfère le simple au complexe. Il préfère le lent au rapide. Et ils préfèrent le petit au grand. Donc, nous, écologistes centristes, nous voulons des mini-éoliennes dans les écolieux. Nous voulons des éoliennes sur le toit des immeubles qui, avec des panneaux solaires et avec l'isolation, sont autonomes. Donc, l'éolienne, elle est acceptable souvent quand elle est petite. Et vous êtes végétarien, vous n'en faites pas mystère.
C'est ça. C'est souvent la première chose à laquelle on pense dans les comportements humains, ce qui se rapporte à la santé de la planète, de la nature. Et vous allez même, vous, quand même très loin, puisque vous affirmez qu'on ne peut pas être un présidentiable écologiste si on n'est pas végétarien. C'est pas un peu excessif? Ah, pour un présidentiable, pas du tout, puisque le végétarisme est le premier acte écologique et le premier acte de protection animale. Il faut savoir que pour produire 1 kilo de viande, en moyenne, il faut 10 000 litres d'eau douce. Il faut savoir que sur la planète, on rase chaque mois 1 million d'hectares de forêt pour faire des pâturages, parce que les Asiatiques mangent de plus en plus de viande. Et là aussi, il faudrait un autre modèle que le modèle carnivore partout. Par conséquent, quand vous voulez être président de la République écologiste, forcément, vous êtes végétarien. Et la sensibilité à la cause animale, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous aviez appelé en 2012, je crois, Brigitte Bardot à se présenter à l'élection présidentielle. Bon, elle avait dit que c'était plus son rayon, mais quel regard vous portez sur le fait que cette cause prenne de plus en plus de place dans l'espace public et politique? Le parti animaliste avait fait un score modeste, mais quand même remarquable aux dernières élections européennes, il y a 2 ans. Pour vous, tous ces militants sympathisants de la cause animale devraient s'inscrire dans la mouvance écologiste? Ah ben, la protection animale est une facette à part entière du projet de société écologiste, mais surtout, si on veut des élus efficaces, des élus qui résolvent les problèmes, il faut qu'ils aient cette sensibilité. Parce que s'ils ont cette sensibilité, ça veut dire qu'ils ont de la conscience. Et les spécialistes savent que la conscience est le degré supérieur à l'intelligence. Et quand vous avez à résoudre les problèmes de chômage de masse, d'endettement abyssal et tous les problèmes que rencontre un président ou des ministres, il faut avoir une sacrée intelligence et par conséquent de la conscience. J'observe et je regrette que tous les présidents français depuis des années et tous les premiers ministres sont tous pro-corrida et pro-chasse. C'est pas étonnant qu'ils n'aient résolu aucun problème dans notre pays. Emmanuel Macron n'étant pas le dernier, parce qu'il a fait des grosses faveurs aux chasseurs qui sont, on le sait, un électorat assez important et organisé. Complètement. Il y a quelques mois. Et vous avez aussi une position qui a pu surprendre sur le blasphème, ou choquer même certains. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'était en rapport avec l'affaire Mila. En France, c'est un sujet un petit peu épidermique. C'est pas un sujet directement écologiste, mais vous allez dire que l'écologie doit c'est un projet de société complet. Oui. Et il se trouve que parmi les 4 moteurs de mon projet de société, il y a le respect. Par conséquent, j'ai été choqué quand on dessine une personne qui est considérée comme prophète par 1,5 milliard de personnes quand même dans le monde, accroupie avec les parties génitales qui pendent. Donc, ça m'a choqué. De la même façon, quand le même journal fait un dessin avec un religieux catholique qui est en train de sodomiser un enfant, ça m'a choqué. Donc, je comprends tout à fait qu'on puisse critiquer les religions, ça ne me pose aucun problème, mais moi, j'estime que ça, c'est une insulte. Donc, on est vraiment dans un inversement des valeurs incroyable, parce que effectivement, je ne parle que de respect, et certains m'ont dit que je remettais en cause la liberté en France. Ouais. La liberté en France, elle ne repose pas sur des dessins de cette nature. Ouais. Donc, insulter, c'est très grave. Donc, je regrette que ces dessins soient encore autorisés dans notre pays. Mais comment on définit? Parce que être choqué, c'est aussi le prix à payer pour la liberté d'expression. Sinon, on ne fait que interdire, puisque tout le monde aura toujours une raison d'être choqué. Ah, certainement pas. Non. Qui définit où et quand et à partir de quels critères, de quel niveau on choque dans ce cas-là? On peut tout faire, mais il est facile de comprendre que ce type de dessin est vraiment insultant pour beaucoup de personnes. Donc, le cerveau, ça ne doit pas servir à décorer, ça sert à réfléchir. Et par conséquent, à un moment donné, il est facile de faire la différence entre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Pour ce qui me concerne, qui ai beaucoup étudié la question, je suis d'accord surtout sur les humoristes qui se moquent des politiques, qui se moquent de ceci, de cela. J'ai aucun problème avec toute cette liberté-là. Mais je trouve que aller aussi loin sur 2 religions qui comptent dans notre pays et dans le monde, c'est anormal. Sur d'autres d'ailleurs. Et je demanderai, si je suis élu président, à ce que les 3 chambres décident si on maintient cette possibilité de pouvoir faire ce type de blasphème. Je observe qu'en France, il y a 4000 organes de presse et qu'il y en a un seul qui se permet cela. Le Canard enchaîné fait des dessins très rigolos sur lesquels il n'y a rien à dire. Parfois provocateurs, mais c'est pas aussi qui ne vont pas aussi loin. Qui ne vont pas aussi loin. Je trouve que le respect est une valeur, c'est pas un défaut.
Et par exemple, dans l'affaire Mila, si vous étiez membre de votre triumvirat, imaginons, au moment où l'affaire se passe, ce qu'elle a dit était c'est choquant. En tout cas, ça a choqué beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont pour autant défendu sa liberté de le dire contre l'interdiction que voulaient lui faire ceux qui l'ont agressé. Donc, il faut évidemment sanctionner ceux qui l'ont agressé. Mais quand elle écrit qu'elle met le doigt dans l'anus du prophète, je trouve que ça va trop loin. Je trouve qu'à un moment donné, il faut remettre les valeurs à leur place et que le respect, ce n'est pas rien. Le respect, c'est quelque chose. Et vous pensez qu'on pourrait faire ça sans basculer dans une société où il y a une sorte de rétablissement du droit de l'interdiction du blasphème? Ah ben moi, je pense que ce type de dessin, il est facile de comprendre, ou ce type de propos est facile de comprendre qu'ils sont insultants. Maintenant, après, chacun prendra ses responsabilités. C'est pour ça que j'aurai 3 chambres, avec des députés à la proportionnelle, le Sénat, institution immense, et puis la Chambre des personnes, de citoyens volontaires tirés au sort. Je pense que les 3 chambres seront en capacité à prendre la bonne décision, et tout ça, que je respecterai tout à fait. Et tout ça ne constituerait pas une usine à gaz dont certains de vos confrères écologistes ont le secret parfois? Non, ça peut amener justement à avoir 2 institutions habituelles, dont une qui aura évolué parce qu'elle sera proportionnelle, et puis une chambre de personnes de terrain, donc qui sera bien organisée parce que nous serons 3 premiers ministres. Ouais. Et sur 3 premiers, il n'y aurait pas un premier, un deuxième, un troisième? Surtout pas. Je crains beaucoup à l'ego qui peut lire le jugement, à une personne qui se prend pour Dieu sur la terre. Donc non, je veux surtout arrêter. Vous pensez à quelqu'un là? Ouais. Je pense que tous les présidents ont eu la tête qui a explosé. La fonction crée la fonction quel problème. Ou accentue problème. Quand vous donnez autant d'aura et autant de pouvoir, soit à un Premier ministre, soit à un président, il pète un câble. Et moi, j'ai besoin, pour mes enfants et pour ceux que j'aime, d'avoir des personnes qui administrent notre pays, qui ont la tête sur les épaules et qui restent sobres dans le jugement. Et pour vous, ça oxygénerait pour de bon la vie politique et institutionnelle française, donc? Eh bien, on sort de la monarchie, et je pense que pour un pays de 67 millions d'habitants, il est urgent de sortir de la monarchie, oui. Ça fait quand même 230 ans. Exactement, oui. Mais là, en fait, on y est toujours. On n'en est pas vraiment sorti. Oui. Ah ben, quand on voit le pouvoir du président... Même Emmanuel Macron le reconnaissait, les Français. Il y a une figure manquante dans l'inconscient collectif qui est celle du roi. Ben, c'est Jupiter, il paraît, oui. Enfin, en tout cas, il essaye. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu nous exposer vos positions c'est moi qui vous remercie. Franches, iconoclastes et qui auront peut-être permis à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur avis ou n'ont pas encore même arrêté leur choix du vote, puisque vous rappeliez juste avant l'émission que la primaire est sur un électorat encore inconnu. Enfin, c'est ça. Donc, on n'a jusqu'à dimanche soir pour s'inscrire sur le site lesécologistes.fr et le vote, c'est la semaine prochaine. C'est un vote capital parce que si on sort de l'écologie, on aura encore Macron-Le Pen. Il n'y a qu'un écologiste ou une écologiste qui peut gagner la présidentielle et changer la voie de notre pays qui aujourd'hui est mortifère. Merci d'avoir pu l'exposer dans le défi de la vérité, Jean-Marc Gobin. C'est moi. Merci infiniment. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.